On va passer maintenant au keynote. Et j'invite Nicolas Miaille, qui est le cofondateur et président de The Future Society, qui va nous parler des enjeux de l'IA en termes de gouvernance. Alors Nicolas Miaille, on le disait tout à l'heure, les enjeux en termes de gouvernance sont énormes et sont évidemment au niveau européen, puisque l'idée c'est de ne pas se faire demain gouverner par la Chine et les États-Unis qui sont à la pointe aujourd'hui sur l'IA. Comment on peut faire justement pour y remédier? Complètement. Je crois qu'il y a deux mots qui doivent ancrer mon propos ce matin. Un mot que vous avez déjà, un concept que vous avez déjà prononcé avant moi, qui est celui de souveraineté. Avec la révolution de l'IA se pose une vraie question de souveraineté. Et vu les effets d'échelle, vu le rôle du data mass, vu le rôle de ce qu'on appelle les effets de réseau, notre souveraineté ne pourra s'articuler, nous Français, que si on sait la décliner à partir du niveau territorial, d'une ville, d'une région, jusqu'au niveau continental. Mais les questions ne s'arrêtent pas là, elles se posent aussi au niveau global. Donc le premier concept, le premier message clé, c'est celui de souveraineté. Il ne s'agit de rien de moins qu'une question profonde de souveraineté. Savoir si demain nos valeurs, l'équilibre entre la sécurité, la liberté, l'accès aux services essentiels, va se retrouver à l'ère numérique. Traiter la gouvernance de l'IA aujourd'hui, il s'agit de rien de moins que ça quand même. Parce que derrière l'équilibre d'un algorithme qui permet de recruter une personne sur la base de ses compétences, quand on utilise une solution de machine learning, se posent de vraies questions éthiques et on peut être amené à remettre en cause nos valeurs, profondément. Et le deuxième, et je suis très content que cet événement soit sponsorisé par l'Université du Futur, mais également par un grand groupe industriel comme les Suez, parce que notre grand défi en France et en Europe, c'est pas vraiment une question. Oui, il y a une question scientifique, d'accord, mais on n'est pas si en retard que ça. Oui, il y a une question d'entrepreneuriat et d'innovation, mais on n'est pas si en retard que ça. Et quand on voit le foisonnement, y compris en région Nouvelle-Aquitaine, et le dynamisme de la base en matière d'entrepreneuriat et d'innovation, on peut être assez on va dire positif. Là où on le sait, on a des ingénieurs de très haut niveau justement en France, des mathématiciens aussi de très haut niveau, qui sont recrutés après dans le monde entier, dans les plus grandes sociétés. Exactement. Notre problème, notre défi, c'est vraiment une question industrielle. On ne va pas se le cacher, on a raté, nous Européens, nous Français, la première grande marche de la révolution digitale. Il faut qu'on réussisse à, d'un côté, rattraper notre retard, et là où c'est possible, prendre des raccourcis. Mais attention, et ce sera mon premier message, l'IA ne tombe pas du ciel. Vraiment. Elle émerge du sol de la révolution numérique. On parle de traitement algorithmique, on parle de données, on parle de logiciels. Un algorithme d'apprentissage machine se déploie dans le cadre d'un logiciel qui se déploie lui-même dans le cadre d'un système d'information. Et notre retard industriel, on n'a pas de GAFA, on n'a pas de BATX. Et le H dans BATX, il est important, c'est Huawei. Avec quelque part la mort d'Alcatel, en tout cas son déclin profond, nous ne sommes plus maîtres des équipements industriels qui fondent le cœur quand même de la révolution digitale, qui sont les télécommunications. On parle beaucoup de digital, on ne parle pas assez de télécommunications. Avec la révolution des 5G, va se déployer dans les années qui viennent quelque chose de majeur en matière de débit et donc de services. Et c'est une bataille géostratégique sino-américaine. Les Européens sont très petits maintenant dedans. À l'image du moteur de recherche Quant qui est français, mais qui est très loin évidemment d'un Google. Qui est très marginal, et qui est marginal aussi, pas simplement du fait des effets d'échelle, mais aussi du fait d'un choix ambitieux, volontariste en matière de modèle de financement, mais complètement à la marge. Être un moteur de recherche qui cherche à se financer par de la publicité sans compter sur les données personnelles, c'est très courageux. Mais si j'étais pessimiste, je dirais que c'est un peu suicidaire aussi. Je ne vais pas le dire parce que je soutiens vraiment ce moteur de recherche, parce qu'on a vraiment, comme le disait le secrétaire d'État, besoin de trouver le bon équilibre entre le fait de laisser circuler ces données, mais aussi de fournir un cadre éthique qui permette un usage qui s'aligne avec nos valeurs. Oui, la révolution du digital et la révolution de l'IA transforment les contours de la notion de la vie privée. Il ne faut pas se le cacher. Et à partir du moment où cette révolution est globale, les choix qui sont faits en Inde, en Chine ou aux États-Unis percole. On ne peut pas voir d'un côté Facebook rentrer dans notre société et pas se dire que les équilibres de valeurs entre ce qui est public, ce qui est privé et la façon dont les choses, les choix transitent à travers cette frontière n'évoluent pas. Donc d'un côté, les valeurs évoluent, mais si nous souhaitons être acteurs de ces nouveaux contrats sociaux, il faut qu'on soit acteurs de l'industrialisation des modèles d'affaires qui les portent.
Et ça suppose une vraie vision politique et d'anticiper justement au niveau industriel ce qui va se passer demain. Une vraie vision politique, c'est... Oui, évidemment, et de ce point de vue-là, on a quelque part un renouvellement générationnel qui n'est pas forcément une question d'âge, une question d'état d'esprit. Mais pour moi, la question, elle est surtout, politique d'accord, elle est surtout industrielle. Il nous manque une force de frappe capitalistique. On a un marché intégré européen qui n'est pas vraiment intégré. On n'a pas de marché du capital qui nous permette de faire ce que les Américains et les Chinois savent faire, c'est-à-dire de mobiliser des tours de financement de plusieurs centaines de millions d'euros, voire 1 ou 2 milliards de dollars, ou d'avoir des stratégies d'exit boursière qui permettent aux fantastiques entrepreneurs que vous avez là d'être récompensés pour le risque qu'ils prennent et qu'ils font prendre à ceux qui les financent au travers d'une sortie, d'une exit boursière ou en private equity qui déploie le retour sur investissement et sur risque. Les Américains savent le faire, les Chinois savent le faire. Nous, Européens, on n'a pas encore trouvé la clé. Et quand je parle le modèle industriel, il est basé sur... C'est-à-dire quand même, c'est capitaliste quand même, capitaliste encadré, planifié. On a besoin de trouver la force de frappe. Donc premier message, l'IA tombe pas du ciel. Deuxième message, ça a l'air bête comme ça, mais on a vraiment besoin d'IA. Vraiment. C'est-à-dire que si on veut trouver demain des solutions pour lutter efficacement contre le cancer, si on veut savoir mobiliser les bienfaits de la médecine génomique, si on veut trouver le moyen de lutter plus efficacement contre Daesh, ses petits frères, ses petites sœurs, qui demain viendront causer les troubles que ça cause aujourd'hui. Si on veut pouvoir faire en sorte qu'en 2030, il y ait moins de 600 morts sur les routes françaises et moins de 10 000 sur les routes américaines, on va vraiment avoir besoin de ces algorithmes d'intelligence artificielle. Oui, il y a une révolution. Oui, il y a une relation de substitution et de complémentarité entre l'intelligence biologique et l'intelligence artificielle. Donc, ça ne va pas se faire sans friction. Mais on en a vraiment besoin parce que notre population active va décroître de façon relative, notre population générale vieillit. Donc si on veut pouvoir continuer à faire évoluer nos modèles de vie, continuer à apporter des solutions et le faire dans un cadre où notre productivité par essence, elle va pas décroître, pas du tout, mais les gains de productivité ne vont pas être automatiques. On a besoin des machines pour poursuivre notre progression et ça dans un cadre global, vraiment. Et pour exporter aussi, pour ne pas être dépendant de tous les produits qu'on va consommer au quotidien. Alors oui, ça c'est clairement une évidence. C'est le modèle industriel aussi, évidemment, derrière. Et j'aurais dû le dire d'ailleurs, l'IA se décline dans le cadre de la révolution digitale, qui elle-même se décline dans le cadre d'une révolution plus grande, qui est la révolution de la mondialisation. Nos chaînes de valeur, nos bases de connaissances, nos modèles de production et de consommation sont déjà hautement intégrés. Quand vous avez une équipe de modérateurs qui reprend certains de mes propos pour les tweeter ou les envoyer sur Facebook. Il y a autour de la chaîne de valeur de ces processus-là du traitement algorithmique qui fait appel à de l'importation. Là, ils sont en train d'importer des logiciels américains, là, tout de suite. Là. Et si on le faisait sur WeChat Huawei, sur WeChat Tencent, on importerait des logiciels et des solutions de traitement algorithmique à partir de la Chine. Nos chaînes de production et chaînes de valeur sont déjà mondialisées, mais on n'a pas encore trouvé la bonne gouvernance pour faire en sorte que nos cadres éthiques et la façon dont on régule la collecte, la circulation, le traitement et le stockage des données qui permettent à ces traitements algorithmiques de fonctionner correspondent à notre modèle à nous. C'est pour ça que soit on est fort industriel et on peut imposer nos valeurs, soit on est faible industriellement et alors on est consommateur de valeurs. Il faut bien se le dire. Et le RGPD, en ça, justement, a été une vraie marque de fabrique européenne. Et ça montre qu'il y a quand même des portes ouvertes pour nous en matière industrielle sur ces sujets-là. Clairement, mais ça pose une question importante Quand aussi. on voit que les patrons d'Apple, de Microsoft vantent les mérites du RGPD, c'est intéressant quand même derrière. Petit slide important. Dans la renaissance de l'IA, dans la phase de renaissance qu'on connaît, ce qui fonde cette renaissance-là, cette performance-là, ce n'est pas vraiment la montée en puissance des capacités de calcul. Ça, on l'a vu venir, on a vu la trajectoire. C'est finalement pas les algorithmes. Le machine learning, les algorithmes d'apprentissage profond ont été théorisés sur le plan mathématique dans les années 50. La révolution de l'IA est consubstantielle dans ces théorèmes de la révolution du numérique, du calcul. Là où ça a vraiment explosé avec l'Internet mobile, et l'Internet des choses et des personnes, c'est ces flux et ces stocks de données. Le point d'impact, le point d'entrée dans la capacité à déployer une industrie de l'IA, c'est la capacité à faire en sorte que ces données soient générées dans les bons cadres, dans les bonnes structures. Il faut qu'en effet,
l'ensemble du cadre de traitement permettent qu'elles soient utilisées. Il ne s'agit pas simplement de scanner un formulaire. On a besoin de constituer ces bases de données, et de ce point de vue-là, notre jacobinisme, notre centralisme en matière de santé, en matière de transport, en matière administrative au sens large, est vraiment un atout. Mais on a besoin aussi de les laisser circuler. On a besoin aussi de faire en sorte que les entrepreneurs puissent se les approprier, les traiter avec le moindre risque. Et ce RGPD, il pose une question fondamentale. D'un côté, on crée un cadre protecteur, c'est important, on fait effet de levier sur notre marché de plus de 500 millions de consommateurs pour imposer une vision et un cadre éthique aujourd'hui aux Américains et demain aux Chinois. Mais Google, Facebook, Amazon, Apple peuvent payer les contraintes de process qu'impose le RGPD. Pour un petit entrepreneur, c'est moins facilement le cas. Et surtout pour celui ou celle qui la finance. Et donc on a besoin, de mon point de vue, de rééquilibrer ce superbe cadre éthique dont on a besoin, parce que ce sont nos valeurs. Mais pour en faire une chance et le rééquilibrer, il faut typiquement qu'une des choses essentielles dans ce modèle, qu'on appelle la portabilité des données, c'est-à-dire de permettre à tout un chacun de porter depuis Facebook jusqu'à une start-up ou une PME l'ensemble de cette base de données de façon à ce qu'elle soit traitable. On a besoin que cette portabilité qui est inscrite dans la loi, dans le règlement, se traduise par un modèle, je vais me répéter, je suis désolé, un modèle industriel. Ça ne va pas se faire tout seul. Faire en sorte que notre cadre économique, que nos investissements en région, dans les métropoles, mais aussi au national, rendent cette portabilité une réalité, est essentiel pour que le jour où il y aura un litige que la Cour de justice de l'Union européenne devra adjudiquer, et qu'on se retrouvera avec des lobbyistes de tous bords qui feront leur travail, c'est leur métier de défendre les intérêts industriels, qui de Facebook, qui de Uber, eh bien on est en face des décideurs publics, des avocats, qui soient capables de s'appuyer sur un tissu industriel qui montre la réalité tangible de la portabilité des données, d'une façon qui ne tue pas non plus les bons côtés du capitalisme. Uber a investi, Facebook a investi, Suez a investi. Donc il ne s'agit pas non plus de faire du vol de données ou de faire de la nationalisation sauvage des données. On a besoin de créer un cadre industriel qui reflète nos valeurs, notre façon de faire, nous Européens et nous Français. Et ce n'est pas parce qu'on a besoin de s'unir entre Européens qu'il faut non plus se voiler la face sur le fait que la compétition intra-européenne va continuer. Nous allons, nous, Français, devoir continuer à nous battre avec, mais aussi contre les Allemands, sur la question de la mobilité, sur la question du véhicule du futur. Il y a une concurrence féroce entre PSA et BMW quand même. Hein. Et y compris au sein d'Airbus, sur ces questions-là. Alors, entre la France et les Allemands. Y compris au sein d'Airbus, et vous avez la chance, dans cette région, d'être le porteur d'un projet industriel de longue date, que Airbus traduit, que Thales traduit, que Safran traduit. Le fait que Philippe Petit-Colin annonce la création d'une nouvelle usine au Hayan, qui va être vraiment à la pointe de l'industrie du futur avec de la fabrication additive de matériaux très robustes pour les moteurs d'avion quand même, c'est pas rien. C'est-à-dire de l'impression 3D de pièces. Qui s'appuie évidemment sur des traitements algorithmiques, qui s'appuie évidemment sur une forme d'intelligence artificielle, pas forcément des algorithmes d'apprentissage profond d'ailleurs, est un signe et un symbole fort. Mais encore une fois, rien n'est acquis avec Airbus. On a besoin de continuer à se construire. On a besoin de faire de ce groupe un vrai groupe industriel. Or, un vrai groupe industriel qui évolue dans des industries aussi stratégiques que l'aéronautique ou la défense, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire parce qu'on a besoin d'orchestrer un lien légitime entre l'État, la puissance publique et sa traduction industrielle. Donc ce n'est pas si facile que ça. On a bien commencé, mais ce n'est pas gagné. D'ailleurs, la première usine du futur qui a été créée en France a été créée dans la région à bord par le groupe Safran. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a des atouts dans cette région qui sont extraordinaires, mais il y a quand même un grand chamboulement qui se présente. Et je vais passer, concentrer sur... il y a une course mondiale. Il y a une course mondiale et il faut bien se le dire. La montée en puissance de l'IA, de mon point de vue, est un phénomène quelque part inéluctable, quelque part inexorable. On a d'un côté des grands défis globaux à résoudre, le réchauffement climatique, la croissance et le développement. Quand on va en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ou en Inde, ou au Bangladesh, l'urgence du développement, l'accès aux services essentiels, de l'eau, de l'énergie, du transport, de la santé, c'est quelque chose qui ne relève pas de questions éthiques. Ça marche toujours ? Ça marche. C'est quelque chose qui relève d'une urgence morale politique. Donc on a besoin d'IA pour faire en sorte que demain, les Bangladeshis, les Indiens, avec notre aide, mais aussi tout seuls, puissent
bénéficier de la révolution en matière de santé. Donc d'un côté, on a des grands défis, et l'IA, c'est une technologie prédictive. Ça nous permet de faire plus avec moins. Les capacités d'optimisation et de prédiction apportées par les algorithmes de message profond vont nous permettre quand même de donner un tour positif et accéléré à notre transition écologique. Or, l'accord de Paris s'impose à nous de façon urgente. Donc d'un côté, on a ces défis globaux, et de l'autre, on a une compétition mondiale féroce entre des intérêts industriels, mais aussi entre des intérêts nationaux. On le voit avec la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis. On se retrouve, nous, Européens, dans notre faiblesse et retard industriel, un petit peu pris en étau, et forcés de reconnaître que notre alliance avec les Américains, en dépit d'une renégociation des termes, notamment au travers du RGPD, va s'imposer à nous un petit peu quand même. Il va falloir qu'on trouve le moyen de l'utiliser à notre bénéfice, mais elle va s'imposer à nous. Et on a quand même aussi, dans cette course, peut-être moins gai, peut-être moins positif, mais qui également est consubstantiel de l'histoire de l'IA. Il ne faut pas confondre le rôle de l'industrie et du marché dans la capacité à faire percoler des révolutions techno-scientifiques, de nouveaux algorithmes dans l'économie, avec le rôle central, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en France et en Europe, de la puissance publique au travers de la capacité à mobiliser de la recherche, financée par l'impôt, la capacité à faire payer vos petits-enfants et les miens, dès aujourd'hui, là maintenant. La puissance publique est la seule à même de prendre en charge le risque de long terme qu'implique toute forme de recherche très avancée. Or, dans le panel des politiques publiques qui nous permettent de justifier cette recherche, il y a évidemment, il n'y a pas que la défense, il y a la transition écologique, mais il y a aura la défense et la sécurité. Et la défense et la sécurité, on le sait, c'est une arme à double tranchant. Et on le voit aujourd'hui, il y a justement des piratages massifs, de plus en plus importants, de plus en plus violents sur Internet. Et donc derrière, c'est l'enjeu aussi de préserver les données, évidemment, de nous, des citoyens, mais aussi des entreprises, qu'elles ne se fassent pas piller leur technologie via des attaques où tout simplement on peut aujourd'hui mettre à terre une entreprise en l'espace de 2 minutes via un virus massif. Et on est vraiment dans le paradoxe de l'IA, qui est un paradoxe positif. Les opportunités et les défis apportés par la montée en puissance de l'IA sont liés de façon inextricable. Et le domaine de la cybersécurité, dont parlera, je pense, Thierry Berthier, grand expert de la question cet après-midi, est un cas d'école. Avec la complexification de nos systèmes d'information et des flux qui les animent, on va avoir besoin de déléguer de plus en plus à des systèmes autonomes pilotés par les extraordinaires performances du machine learning et de l'apprentissage profond, du deep learning, le pilotage de la sécurité. Donc il y a la sécurité de l'IA et l'insécurité de l'IA. Les deux vont vraiment ensemble. En digitalisant nos processus, on augmente la surface d'attaque, les vulnérabilités, au-delà d'une capacité humaine. Donc on va avoir besoin de mobiliser des systèmes de plus en plus puissants pour, de façon paradoxale, pister, surveiller, réparer ces vulnérabilités en temps réel. La guerre de l'IA, elle existe déjà aujourd'hui au quotidien. La cybersécurité, ce n'est pas vraiment une cybersécurité, c'est plutôt une cyberguerre. Tous les jours, à travers le monde, il y a des opérations en cours, pas simplement, et pas forcément d'État, mais d'organisations criminelles. Et les frontières, d'ailleurs, sont poreuses. Donc, et l'IA, dans ce cas-là, est un cas typique où opportunité et défi. Et défi parce que, ce qu'il faut dire quand même, je tiendrai peut-être par là, c'est important de le dire, la différence entre un algorithme d'apprentissage profond et un moteur de règles, c'est-à-dire un algorithme classique qui fonctionne selon une séquence d'instructions, qui n'est pas auto-imprenante, c'est que les algorithmes d'apprentissage profond ne sont ni intelligents ni artificiels. Ils suivent un processus de design, de paramétrage, d'éducation au travers de jeux de données d'entraînement qui sont pilotés par vous et moi, enfin par des experts, par des ingénieurs. Donc c'est vraiment une démarche d'intelligence collective, l'apprentissage supervisé, qui fait que nous, humains, labellisons les données que nous faisons passer au travers de ces algorithmes afin que les inférences, les corrélations soient créées. La puissance, parce que là, ce que vous voyez, c'est un algorithme à 3 couches, mais un algorithme d'apprentissage profond, aujourd'hui, ce qui se trouve derrière Google Translate, c'est plusieurs dizaines de couches. Et on est en train de créer des boîtes noires techniques qui font que même les concepteurs, vous parlez du Mila tout à l'heure, demandez à Yoshua Bengio, le patron du Mila, s'il sait comment les algorithmes d'apprentissage profond qu'il développe sont arrivés aux décisions à laquelle ils arrivent. Il vous dira que non, la complexité statistique, parce que ce sont des modèles statistiques, ce n'est pas intelligent, ce sont des modèles statistiques qui n'ont ni conscience d'eux-mêmes. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence?
Non. Je pense qu'on peut parler de capacité de corrélation, capacité de prédiction, capacité d'optimisation. Oui, il y a une forme de simulation de l'intelligence, mais en tout cas, on a un grand problème de pilotage éthique et puis opérationnel. Avec des grandes boîtes noires comme ça, où même les concepteurs et les opérateurs ne savent pas la façon, ne savent pas expliquer la façon dont la décision a été prise. Quel problème en matière de sécurité? Quel problème et quel traitement en matière de traitement équitable? Par exemple, quand on déploie ce type d'algorithmique pour prédire le risque de non-paiement d'un crédit, de non-paiement d'une assurance ou un risque médical. Quelle gouvernance de cette question de l'explicabilité? Eh bien, ce n'est pas une question à prendre à la légère, parce que soit on arrive à créer les conditions, vous, dans le tissu économique, réussissez à créer les conditions d'une gouvernance, notamment de l'explicabilité, soit on n'aura pas une adoption de l'IA aussi rapide qu'il est prévu. Or, on en a, je le répète, vraiment besoin. Merci beaucoup, Nicolas Miaille. On le voit, un enjeu évidemment industriel majeur, vous l'avez dit, mais aussi évidemment la question de la confiance derrière. Pour qu'on ait confiance dans tous ces objets connectés avec de l'IA, il va falloir que justement on ait des marques solides, des industriels solides qui nous garantissent que nos données ne seront pas pillées demain. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.